Bonjour YouTube, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien et je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode haut en couleur. J'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Kelly Massol, fondatrice des Secrets de Loli. Vous savez, cette très jolie marque de cosmétiques française qui est en train d'exploser et qui a vocation à aider la femme à reprendre confiance en elle, reprendre le pouvoir de leur beauté d'une certaine manière. On a parlé des secrets de Loli bien évidemment et des facteurs clés du succès de cette très belle entreprise, de la vente de sa boîte, et Kelly nous a donné plein d'insights hyper intéressants sur les erreurs à ne pas commettre ou au contraire les conseils qu'elle pouvait donner. On a parlé également de ses débuts, ce qui était très intéressant parce qu'elle s'est beaucoup livrée et je l'en remercie sur un sujet dont elle parle rarement, à savoir son enfance assez difficile puisque sa maman l'a laissée quand elle avait à peine 6 mois. Et puis enfin, on a également parlé évidemment de mon crible, des livres qu'elle préférait, des maximes préférées et de plein de choses absolument pas politiquement correctes que je vous invite à écouter jusqu'au bout de cet épisode. Pour terminer, avant de vous quitter, n'hésitez pas à mettre soit un petit like, soit à partager cet épisode autour de vous, ça me fait toujours ultra plaisir. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment ou jamais. Allez, je vous laisse tranquille et je ne vous en dis pas plus, laisse place ma conversation à Kelly Massol. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule, et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre du côté charge ou salaire, et surtout une vision claire en temps réel de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et, si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline 2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Salut Kelly. Salut. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. J'ai mûrement réfléchi à cette interview, tu vois, j'ai plein de questions devant moi, parce que je trouve vraiment ton parcours remarquable. Quand je dis remarquable, c'est qu'il se remarque, qu'il est différent, et c'est ça que j'adore valoriser sur le podcast. Donc je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et si tu acceptes, j'aimerais commencer par le début, parce que beaucoup de personnes qui te suivent depuis peu de temps, je pense, ne connaissent pas l'histoire derrière les secrets de Loli, mais surtout l'histoire derrière Kelly. D'où tu viens, où tu as grandi. Et j'ai trouvé que cette histoire était très intéressante. Alors, je veux bien que tu m'en parles un petit peu, que tu me dises comment était ta famille, enfin, qui était la petite Kelly, dans quel cadre tu as grandi. On revient vraiment en arrière. C'est vrai que j'ai une histoire familiale particulière que j'aborde rarement parce qu'en fait, j'ai toujours eu peur que les gens considèrent cette affaire un peu comme l'histoire de Cosette. Donc, c'est vrai que j'ai pas tendance à aborder souvent mon sujet de mon enfance. Donc j'ai grandi dans les années 80 dans le 9e arrondissement à Paris. J'ai été élevée à partir de l'âge de 6 mois par ma grand-mère et par mon oncle. Parce que ma mère, en fait, un matin, elle est partie chercher du lait et elle n'est pas revenue. Donc ma vie, elle a commencé un petit peu comme ça. Et puis donc j'ai grandi avec cette grand-mère qui était professeure donc à la Sorbonne de maths, et mon oncle qui était un excellent commercial dans la vente. Et ce qui a fait ma force, parce que concrètement, j'ai grandi dans une famille pauvre. On a grandi, moi, j'ai grandi dans 15 mètres carrés au 5e étage sans ascenseur, sous les toits, en face de la rue Pigalle, donc dans un quartier extrêmement populaire. Mais j'ai eu la chance d'être entourée donc de personnes pour qui l'éducation était importante, la politesse et plein de choses comme ça. Et j'ai grandi dans un quartier qui était assez mélangé. Ce qui était très intéressant avec le 9e arrondissement, c'est qu'à la fois, je suis allée au collège dans le 8e arrondissement, je suis allée au lycée dans le 16e arrondissement. Donc tout ça a fait que je suis quelqu'un qui arrive à naviguer entre différents mondes, les quartiers beaucoup plus populaires. À un moment dans ma vie, j'ai vécu dans le 93 notamment, à Saint-Denis, tout comme j'ai pu aller au lycée à Molière dans le 16e. Mon enfance, en fait, elle est le reflet je pense, des années 80. Quelque chose d'assez brouillon, avec une mère qui m'a eu quand même relativement jeune. C'est quelque chose quand même qu'on peut lui
pardonné entre guillemets parce qu'elle m'a eu à 19 ans. Et donc du coup, c'était une grossesse non désirée, donc c'était vraiment très compliqué. Donc ça, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai pas de contact avec elle. Et puis quand ma grand-mère est décédée à l'âge de 11 ans, ma mère en fait a dû me récupérer. Je suis allée en pension pendant 2 ans. Les relations ne se sont pas apaisées et quand je suis retournée vivre avec elle dans le 93, j'ai demandé à être placée en famille d'accueil. Donc je me rappelle que les équipes de l'hôpital auquel j'étais arrivée, l'assistante sociale m'a dit je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu qu'un enfant veuille spontanément se faire placer. C'est ça. Et je n'ai jamais eu un placement aussi facile, c'est-à-dire que ma mère a demandé à signer en bas à droite et c'était réglé en un mois. Donc mais c'est ce qui a fait que j'ai aussi très vite compris que j'étais la seule et unique maître de ma destinée et de mes choix et que la vie beaucoup de gens se plaignent que la vie est difficile avec eux, etc., etc. Mais en fait, il y a un moment, et ça a été après un épisode de violence extrême juste avant le brevet, une grosse dispute a éclaté dans la maison et je me suis dit ce jour-là, tu ne te comportes pas comme ma mère, donc je n'ai pas à me comporter comme ton enfant et je ne te dois rien en fait. Et donc c'est à partir de ce moment-là où le lendemain, je suis allée voir une assistante sociale à l'hôpital de La Fontaine, je me rappellerai toujours, et je lui ai dit je voudrais être placée parce que pour moi je ne voulais pas que d'autres personnes soient maîtres de mon destin et je voulais que mes choix en fait correspondent à ce que je veux faire. Donc très jeune, je crois que j'ai compris le pouvoir du choix et que faire des choix par dépit, c'est quelque chose dont j'ai horreur et que je refuse de faire. Moi, je te remercie d'avoir accepté de partager avec nous, Kelly. T'avais un rêve quand t'étais petite, un rêve je sais pas, de devenir un métier, de voyage. Enfin, il y avait quelque chose qui te faisait vibrer parce que on peut imaginer, tu vois, quand on est dans des conditions difficiles comme ça, on a besoin aussi de se raccrocher à quelque chose de beau, quelque chose qui nous fait vibrer. Alors moi, je me suis toujours imaginée gagnant beaucoup d'argent. J'ai toujours imaginé que j'aurais des maisons et des propriétés dans différents pays. Entre le rêve et la réalité, voilà, c'est une enfant qui rêve à ce moment-là. J'ai toujours rêvé d'être entourée, en tout cas, de personnes qui m'aideraient dans mon quotidien, avoir une assistante, avoir un cuisinier ou ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi, j'imaginais une vie à la Dallas. C'est drôle. Mais j'allais te demander, ces rêves, en fait, souvent, tu sais, c'est lié un peu à des modèles ou des choses qu'on a observées en tant qu'enfant. J'ai eu récemment Catherine Parvin sur le podcast qui me disait, moi, en fait, je venais d'un milieu social aussi très humble et c'est mes copines à l'école, tous les parents avaient des Bentley et du coup, moi, je rêvais que d'une chose, c'est d'avoir une Bentley. Donc, dans ma checklist, je voulais une Bentley. Est-ce que toi, en fait, tu peux identifier quels étaient les modèles que tu as pu avoir? Alors, déjà, ce que je voulais, c'était un foyer équilibré. Ouais. Pour être allée chez des amis quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, je sais que aujourd'hui, je suis un peu claustrophobe. J'ai horreur des petits espaces. Vivre dans des petits espaces, c'est compliqué pour moi. Plus c'est grand, mieux c'est. On peut se perdre chez moi, on peut se perdre là où je vais quand je prends une location de vacances. Le truc, on va être que 2. C'est pas grave, il y a 8 pièces. C'est des retombées de mon enfance. Après, je me rappelle d'une scène qui m'avait marquée. On était allé chez quelqu'un que j'appréciais pas spécialement. On était passé par ce grand escalier avec, tu sais, le velours rouge dans les escaliers. Et on habitait dans la même rue. Et donc c'est là où tu vois vraiment la différence. Et je me rappelle que on nous avait ouvert la porte. Elle avait une jeune fille au pair. Elle avait une gouvernante à la maison. Il y avait ce plateau avec des gâteaux à disposition. Et donc, en fait, un de mes trucs sur ma to-do list, c'est j'ai toujours voulu avoir dans ma cuisine à disposition un plateau avec un gâteau. Et je l'ai fait pendant très longtemps, ça. C'est génial. C'était un truc, voilà. Je sais pas si c'était symbole de l'abondance, mais c'était aussi symbole aussi de tu peux te servir quand tu veux. Et donc, c'est l'inverse du manque, en fait. Bien sûr. Et donc, ça, c'est un petit truc qui est resté de mon enfance, une image qui m'a marquée. Ensuite, après ce placement, tu vas rentrer assez jeune, si je me trompe pas, dans le monde du travail. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler aussi? Là, en fait, la question derrière que j'aimerais te poser, c'est, on va arriver au secret de Loli, mais qu'en fait, qu'on retrace un petit peu justement ton parcours pour se dire que t'avais pas toutes les cartes en main, si tu veux, le moins s'en faut, pour réussir dans le business, parce qu'en fait, tu t'es complètement fait toute seule. Et donc, j'aimerais comprendre déjà quels ont été les premiers métiers que tu as pu avoir pour qu'ensuite on arrive vers les secrets de Loli.
Moi, déjà, je voulais être soit critique littéraire, soit avocate. Critique littéraire parce que je consommais les livres comme on consomme du contenu aujourd'hui sur Internet, ou bien avocate sans doute parce que je sais m'exprimer, parce que défendre les uns et les autres, c'est quelque chose qui finalement peut-être m'animait. Donc j'ai eu mon bac et ensuite j'ai fait une première année à Assas où je me suis sentie déconnectée en fait des autres élèves. Je me rappellerai toujours, j'avais été invitée par une jeune fille gentiment qui avait l'air hyper sympa, et je suis arrivée à une soirée avec des robes à traînes. Et moi j'étais en pantalon. Et donc là je me suis rendu compte que ouais, je vis pas dans le même monde et dans la même réalité que les gens qui étaient camarades de classe avec moi. J'ai très vite décroché. J'ai décroché pour plusieurs raisons. La première, c'est parce entre 18 et 21 ans, à l'aide sociale à l'enfance, on te prépare déjà à l'arrêt, en fait, de l'aide sociale à l'enfance. Donc déjà, on te pousse à trouver un petit boulot, à essayer d'être autonome par toi-même, trouver ton premier appartement, ce genre de choses-là pour te lancer dans la vie active. Il me semble que 50% des enfants qui sont placés sont aujourd'hui SDF. C'est hyper important. Je savais pas, c'est incroyable. Je préfère le dire. D'accord. Donc, une personne sur deux qui a été placée à l'ASE se retrouve effectivement en situation de précarité lorsqu'ils sont adultes. Donc, j'ai été préparée très vite, mais très vite, j'ai voulu gagner de l'argent aussi, puisque petite, déjà, je faisais des petits boulots, je répondais à des enquêtes par téléphone, etc., etc. Je faisais des réunions de consommateurs. Donc, l'argent et moi, très vite, j'ai compris que c'était le nerf de la guerre. Une fois que j'ai fait ma première année à Assas, qui s'est pas très bien passé, j'ai essayé donc de migrer pour critique littéraire. J'ai fait une autre année à ce sujet-là, cette fois-ci à la Sorbonne, mais c'est trop tard. J'étais déjà lancée dans le monde du travail et j'avais déjà des factures à payer. Donc j'ai été téléconseillère et j'ai travaillé dans la téléphonie mobile. J'étais spécialisée dans tout ce qui était technologie, et donc à l'époque c'était le lancement de la 3G et notamment de la visio en fait sur le téléphone. J'étais excellente là-dedans. M'étonne pas. En fait, tout ce que j'ai fait, par contre, j'ai toujours été excellente et souvent, je me suis démarquée des autres. Et ça a été à la fois un avantage et à la fois, parfois, ça m'a posé problème. Une fois, j'étais embauchée pour HP et je venais d'arriver et je posais pas de questions pendant la formation. On m'a dit, mais vous vous intéressez pas? Et j'avais envie de dire, comment dire au formateur que je suis meilleure que lui? C'est compliqué. Donc je me rappelle que j'avais été licenciée parce que ils avaient l'impression d'une nonchalance, alors qu'en fait j'avais tout simplement pas forcément envie de me faire remarquer. Donc il y a eu plein de boulots comme ça jusqu'au moment où j'ai fini par essayer de trouver un emploi plan-plan. Qui me permettait de conseiller les gens, d'aider les gens, parce que j'ai peut-être profondément des racines socialistes, je sais pas. Et donc du coup, j'ai été embauchée à la Sécurité sociale, qui me permettait d'avoir du temps libre et aussi de faire quelque chose. Enfin, pour moi, le modèle économique de la Sécurité sociale tel qu'il est un privilège. C'est un privilège qu'on a. C'est sûr. Il est rare même. Et qui est rare, et pour moi qui est important et qui est une pierre angulaire en fait du système français. Et même si aujourd'hui je suis passée du côté donc des capitalistes, je suis une fervente croyante de ce modèle. Et donc j'ai travaillé à la Sécurité sociale, j'ai été excellente là aussi, ce qui m'a attiré les foudres de mes supérieurs. Et ce qui a fait que j'ai cherché un exutoire, et l'exutoire c'était le do it yourself. Et c'est là où l'affaire des secrets de Loli va arriver beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, tu sentais que tu avais une telle énergie, une telle envie de donner. Enfin, on a l'impression, franchement, quand tu décris l'histoire et le parcours, d'une certaine hyperactivité, ou en tout cas une hyperactivité cérébrale, tu vois. En fait, tu captes très vite, tu fais les choses, et en fait, tu as envie de faire plus, Est-ce que, du coup, l'ennui, la lassitude, c'est quelque chose, alors peut-être moins maintenant que tu es entrepreneur, mais c'est quelque chose, en fait, qui peut te poser problème? Alors totalement. Et quand j'ai été recrutée à la Sécurité sociale, il y avait un psychologue d'entreprise, et le psychologue donc avait confirmé mon dossier et il m'avait approché, il m'avait dit surtout si vous vous ennuyez, vous me le signalez. Et j'avais trouvé cette phrase bizarre. Et j'ai compris après. C'est arrivé. J'ai compris, c'est arrivé. Je pensais que je suis quelqu'un de très brouillon. Je suis quelqu'un d'absolument pas organisé.
D'accord. Mais en fait, c'est le bordel organisé des gens. C'est-à-dire que tu peux me demander, je vais retrouver, mais toi, tu vas regarder, tu vas Oui, dire, mais tu vas comment dire, elle qu'est-ce fait? que c'est que ça? Il y a des papiers partout, et je vais te sortir le papier que tu me demandes. Mais déjà, je te remercie. J'adore le fait que tu dises que t'es bordélique, enfin, un bordel organisé, Ouais. parce que je pense que beaucoup de gens se disent l'image, tu sais, du CEO de boîte Je qui est sais. obligé d'être tiré à Ouais. quatre épingles, Non, etc. je Bon, suis bah, pas. visiblement, c'est pas toujours le cas. Voilà, non, absolument pas. Donc, je pensais que j'étais juste bordélique. Il est vrai que l'ennui me terrorise. Je préfère avoir à gérer des merdes que n'avoir à rien gérer du tout. Et je m'en suis rendu compte que j'étais accro à ça, accro à faire quelque chose. Je ne peux pas avoir les mains ou l'esprit libre. Quand je prends du temps pour moi, tu sais, les gens te disent prends du temps pour toi, fais du yoga. Pour moi, le yoga est une torture. Non mais je suis sérieuse. Le nombre de fois où j'ai fui un cours de yoga et mes copines me regardent et me disent « Eh merde, elle a fui », c'est horrible. Pourquoi? Parce que je fais des listes dans ma tête. D'accord. Donc j'ai pas la paix de l'esprit. C'est pas possible Donc pour la moi. méditation, c'est un peu out pour toi. Ah, c'est pas une possible. souffrance. Ouais. Non, mais c'est bien de le savoir. J'aime le bruit. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai grandi dans un environnement avec du bruit, avec de la musique ou ce genre de choses. Tu sais, c'est comme les enfants qui s'endorment Oui. dans le bruit. Ben moi, c'est ça. J'ai besoin d'un bruit, d'une ébullition. Et avec le temps, maintenant que j'ai des enfants, j'ai 2 petits garçons qui courent partout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient un trouble de l'attention. Ah ouais. Et là, le docteur m'a regardé et m'a dit « Mais vous pensez que ça vient d'où, madame ?» Je ne sais pas. Ben moi, je savais pas jusqu'à il y a 2 ans. D'accord. Donc, je pense que ça vient de là. Ça vient de là. Donc, beaucoup de gens pensent que le trouble de l'attention, c'est compliqué à gérer ou autre. Mais pour moi, c'est un super pouvoir. Je peux gérer 10 choses à la fois. En fait, le trouble de l'attention, pour revenir dessus, comment ça se manifeste exactement? Qu'est-ce que ça va être dans ton cas? C'est ça. C'est un bouillon de culture H24 dans ton cerveau. D'accord. C'est-à-dire que hier, je suis passée au bureau, puis j'ai encore sorti une idée et pendant que je te parle, je peux imaginer des scénarios, je peux imaginer des plans, Donc c'est génial pour être créatif. Je suis hyper créative. Hyper créative, mais d'un autre côté, tu as besoin, et on va en parler après, de concentration et peut-être de personnes aussi. Tu parles beaucoup d'entourage pour t'aider à quand même organiser ce qu'il faut faire derrière, quoi. En fait, à partir du moment où j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai compris qu'il faut simplement déléguer, en fait, déjà là où je suis pas bonne, c'est l'organisation, c'est l'administratif, c'est la comptabilité. Et ce genre de choses-là qui m'ennuient profondément, je le délègue. Je dois m'occuper uniquement là où j'excelle, dans des choses qui m'excitent, dans des choses qui m'amusent, dans des choses qui me passionnent. Là, par contre, je vais être excellente. Je l'ai compris et je travaille avec des gens qui le comprennent. Donc, qui me dépolluent, en fait, de choses qui... Voilà. Qu'est-ce que fait le trouble de l'attention? Le trouble de l'attention fait que tu procrastines. C'est-à-dire que tu vas rendre ta copie au dernier moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des moments de défocus. Donc, par exemple, tu as une deadline. Tu penses, alors là, tu me mets devant je regarde dehors, je vais t'imaginer une série, comme je vais t'imaginer une recette, la liste des courses, la totale, tout sauf ce que je dois rendre. D'accord? Et arriver avec la pression de la deadline, on se focus. Et quand notre cerveau est à 100% à ce qu'on fait, on est excellent. Et donc moi, je le sais, je vais toujours rendre les choses au dernier moment. Je vais toujours pas dormir la nuit et le faire en 3 heures. Ça m'est arrivé, par exemple, pour passer le bac philo. Qui a 17 en philo? Bah toi, peut-être. Bah, apparemment moi. Qui rend 2 copies au lieu d'une? Non. En l'espace de moins de 3 heures, j'ai rédigé 2 copies. Incroyable. J'ai tiré au sort une et je leur ai donné. Et j'ai eu 17. Incroyable. C'est ça la force et à la fois... Alors, quel a été le moment où tu l'as compris? Parce que tu me dis, j'ai compris que j'avais besoin de me concentrer là où j'excelle et de déléguer tout le reste. Et j'ai bien aimé d'ailleurs le terme d'être dépollué. Ouais. Je l'ai compris quand mon DG est rentré dans la boîte, où il m'a dit non, mais ça, je gère. Et en fait, je me suis rendu compte que déléguer, déjà, c'est pas une insulte. Et surtout, je me suis rendu compte que oui, quand on me décharge, je suis meilleure. Donc, j'ai commencé uniquement à réfléchir par fainéantise. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas? Et à chaque fois que j'ai essayé de me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas, ça s'est jamais bien passé. Tu le faisais pas bien. Je le faisais pas bien. Donc, c'est pas possible, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné avec mon premier binôme qui est Franck. C'est-à-dire, il m'a dépollué de tout. Et ensuite, j'ai commencé à me concentrer et à rajouter des tâches et voir celles qui passent pas.
Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte que je suis pas excellente en ressources humaines. Je suis quelqu'un de sympa. Les gens travaillent et sautent dans le projet parce qu'ils m'aiment bien. Mais ils m'aiment bien parce que j'ai été dépolluée de tout ce que j'aime pas faire. Oui, t'es pas le manager qui va scrupuleusement aller vérifier tous les trucs, t'assurer que les choses sont bien dans le bon ordre. Mais par contre, tu t'apportes plein d'idées, tu donnes de l'énergie. J'apporte plein d'idées et je les embarque et mes idées elles sont effectivement un peu folles et en fait. Mais donc ça donne envie, quoi. Ça donne envie. Bien sûr. À la fois, j'ai eu une ancienne équipe qui, quand j'apportais mes idées, c'était oui mais. À la fois, c'est ok, on va trouver une solution. Il y a deux types de management. Et donc, t'as eu l'équipe oui mais, parce que ça, c'est quand même frustrant pour un entrepreneur. Oui. Et alors, comment t'as géré? Avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que c'était un enfer en fait, parce que je me bridais beaucoup, et c'est moi qui évitais d'aller au bureau. Incroyable. Mais tu sais que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne croit à pas. des entrepreneurs qui sont quand même les patrons de leur boîte. C'est toi le patron de la boîte, mais j'avais l'impression de déranger. J'avais l'impression que quand je demande quelque chose, j'emmerde les gens. Mais comment t'es arrivée dans cette situation? C'est hyper intéressant. Je l'ai pas vu venir, mais en fait, je pense que quand on veut trop mettre d'eau dans son vin, on se perd. Donc, on m'a toujours dit que j'ai un caractère fort, ce genre de choses. Donc, en me disant, je grandis, je deviens entrepreneur, je vais essayer de m'améliorer, d'être une meilleure personne, de compenser. Mais en fait, je l'ai fait en fonction du regard des autres et du ressenti des autres. Chose qu'il ne faut pas faire, en fait. On doit se créer un élément de travail où les gens, et j'en parlais hier à Patricia, qui a le magazine Cosmetic Mag, elle me disait que les plus grands parfumeurs et les plus grands chefs d'entreprise ont une équipe autour d'eux qui travaillent parce qu'ils sont compatibles et qu'ils aiment travailler avec leur personnalité et pas l'inverse. C'est pour ça que je ne recrute plus uniquement sur le CV. Nous, maintenant, on a un process de recrutement, il y a le CV qui arrive, mais dès l'entretien, en fait, ils évaluent non pas les compétences de la personne, mais ils sont en train d'évaluer si elle est compatible avec moi. C'est intéressant. Si on est compatible, mais on ira au bout du monde ensemble. Et vraiment. Même si tu la manages pas en direct. Exactement. Incroyable. Exactement, parce qu'un caillou dans le rouage, on est cuit. Quelqu'un qui, quand j'arrive en réunion mensuelle et que j'arrive avec mes idées là de partout, on dirait un feu d'artifice. Kelly débarque. Et c'est exactement ça. S'il y a quelqu'un qui freine, c'est tout le wagon qui freine. Je vois. Donc c'est très important en fait d'avoir cette cohésion là. Moi j'ai une secrétaire générale qui est incroyable, qui me dit non mais ce qui compte c'est toi. Ce qui compte, c'est que les équipes comprennent que c'est toi le moteur et qu'en fait, on serait pas tous là si toi, tu n'étais pas là. Et c'est la différence entre l'ancienne équipe et ma nouvelle équipe. Ils l'ont compris. Mon ancienne équipe, c'était on va partir et tu vas te retrouver le nez dans la farine. Sans nous, tu peux rien faire. Et on m'a testé comme ça. Et je me rappelle, on avait eu un échange en sortant d'un salon qui avait été assez animé. On était tous épuisés. Donc, c'est là où tu vois que forcément, c'était plus dans l'émotion que dans la réflexion. Et j'avais été énervée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'avais proposé de changer un stand. C'était pour les 10 ans de la marque. On avait fait la foire de Paris. On avait proposé un concept et on avait un stand, c'est en fin avril. Et en début juin, on avait un autre stand. Et elle voulait reproduire le même stand. Je lui dis, l'année des 10 ans, sur l'event le plus important de l'année, on va peut-être faire différemment. On va peut-être étonner un peu. Voilà. On va pas reproduire quelque chose qu'on a fait 1 mois et demi avant. Ouais. Et alors là, mais c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça, on a que 1 mois, mais on va c'est pas possible, la phrase culte. Et donc, on a eu 4 jours de congé. Quand elles sont revenues des 4 jours de congé, il y avait un tableau géant auquel j'avais déjà fait les réservations, le concept, elle n'avait qu'à trouver des tickets d'or à gratter. Incroyable. Donc tu l'as fait. Je l'ai fait toute seule de A à Z. Et oui, parce que ce qui est important dans l'histoire des secrets de Loli, c'est que quasiment tous les postes, j'ai tout fait. Bah oui. J'ai fait les colis. J'ai fait la manutention. Bien sûr. J'ai fait les livraisons. J'ai fait la comptabilité. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le marketing. J'ai fait moi-même les premiers sites web. Non, mais bien sûr. Donc en fait, j'arrive à savoir souvent ce qui est possible ou pas. Bien sûr. Et ça, j'ai fait la formulation, j'ai fabriqué à la main. Donc il y a plein de choses comme ça, j'ai fait tous les postes de l'entreprise. Donc quand quelqu'un me dit je pense que je vais pas y arriver, moi j'évalue. Soit elle se sous-estime, soit non, clairement elle a pas compris. Elle se donne pas les moyens. Elle se donne pas les moyens. Et donc ça c'est intéressant
Parce que des fois, ils te disent, ah, la deadline, là, et là, tu prends du recul et tu dis, peut-être que j'étais un peu ambitieuse, tu vois. Mais si tu as une équipe qui te dit, avant même, hein, sur mes projets, c'était, ah, mais c'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Si je te dis qu'on peut le faire, on va le faire. C'est juste, on doit trouver le moyen de le faire. Et ça, je pense que quand on a une entreprise, c'est quelque chose qu'il faut comprendre vite et bien gérer. Vraiment. C'est marrant parce que j'allais te demander dans mes questions, c'est quoi pour toi les grands facteurs clés de succès des secrets de Loli? Et je pense que là, ta réponse est au moins l'un des facteurs clés de succès. C'est-à-dire le fait que, après tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais ce shift entre c'est impossible à maintenant oui et... Le shift, il est clair en chiffres. 2018, 950 000 euros de chiffre d'affaires. Janvier, on annonce qu'on veut faire 1.2, 1.4, on nous dit oui. L'équipe explose en juillet 2019. Ouais. On part avec une nouvelle équipe et on a fait l'été tout seul. On était 3 dans la boîte. Personne ne l'a su, aucun de nos distributeurs ne l'a su. Et finalement, on se cale pour la première fois et on clôture à 1.8. Avec moins de personnes, on a fait le double et on a dépassé les objectifs qui étaient prévus. C'est aussi simple que ça. Ouais. Non, mais c'est équipe merci de le dire. B. Et pas des personnes qui sont en burn-out et qui bossent jusqu'à 23h tous les soirs, naturellement. On est d'accord. Et des personnes super engagées, par contre, qui sont embarquées et mais pour qui ont compris que juste, il faut se donner les moyens et que rien n'est impossible et que, en fait, il faut que les gens comprennent qu'il y a un chef dans le bateau. Donc, quand on va à droite, on va à droite. Quand on va à gauche, on va à gauche. Et en fait, s'il y en a qui font contrepoids, ça fonctionne pas. Et j'avais cette impression d'être freiné, tiré pas en arrière, mais ralenti. De tirer une charge plus lourde qu'elle n'aurait dû être. Et dès que on a switché, mais la locomotive, c'est comme ça. T'es à 1.8, 5.5, 10, 15. C'est comme ça que ça s'est lancé, en fait. Incroyable. C'est toujours la même équipe. Entre autres, j'imagine que... Alors, il faut bien se rendre compte que le tournant de la boîte, c'était quand on était 17, on faisait déjà 10 millions. Et là, on vient d'embaucher notre 40e personne. Donc, en l'espace de 18 mois, voilà. Oui, donc, c'est sûr que les anciens sont minoritaires. Bien sûr. Et c'est ça qui est très difficile et qui est une des nouvelles phases, en fait, que je suis en train de découvrir, d'apprendre à maîtriser et à gérer. C'est au moment où, t'as plus de nouveaux que d'anciens. Bien sûr. L'ADN de la marque qu'il faut préserver. Ça, cette culture. Et c'est quoi justement la culture des secrets de Loli? La culture des secrets de Loli. Avec tes mots, tu vois. C'est tout est possible. Ma nouvelle DG, elle aime bien dire roller coaster. Au moins, c'est pas mensonger. Non mais, alors nous, on est très cash et on ne vend pas du rêve à nos équipes. Quand ils arrivent, on leur dit que c'est difficile, que c'est une aventure incroyable et qu'ils ils n'auront peut-être pas l'occasion de vivre deux fois ça dans leur vie. Et c'est vrai. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. On leur ment pas, on est transparent. On leur dit qu'il y a des jours qui vont être incroyables, énergie positive, etc. Et on leur dit que des fois, on sera dans le mal. Nous, on prévisionne l'année. Et ça, c'est mon autre directeur général qui est Franck qui compense. C'est lui qui dit, là, il y a un peloton. C'est comme le Tour de France. On est sur du plat. Il y a une petite montée. Par contre, là, il y a un col. Et c'est en pointe comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et on sait qu'on a de la casse des fois. On le sait. Pourtant, on les a préparés depuis le mois de janvier. On sait qu'il y en a qui sont épuisés, qui sont fatigués, parce que c'est dur de tenir et c'est dur de croire. Tu vois, parce que souvent, les gens, ils ont une vision du manager qui leur raconte beaucoup de bullshit. Tu vois, oui, c'est tout rose, on va faire 50 millions, on va tous le faire avec un grand sourire, avec beaucoup de team building. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ah, faut bosser. Il faut bosser, mais surtout, faut pas être. Je sais que nous, on est dans un monde rose bonbon, nos bureaux sont roses, il y a des gâteaux partout. C'est vrai. Moi, j'adore voir des photos de mes employés. Déjà, elles partent en vacances ensemble. Elles se font des week-ends ensemble. J'aime beaucoup voir ça. Donc, en fait, il y a ça qui fait qu'elles sont hyper engagées parce qu'elles sont devenues amies. J'aime plus dire le mot famille parce qu'il faut mettre des barrières. Il faut que je me préserve. Et comme moi, j'ai pas de famille, quand je considère quelqu'un comme ma famille, la déception peut être plus grande. Donc, j'ai arrêté ces conneries-là. J'ai arrêté en 2019. Quand ça m'est arrivé,
J'ai dit stop. Maintenant, ce sont des relations de travail. Ce sont des gens que j'apprécie. Ce sont des gens que j'aime. Oui, je peux le dire. Il y a des gens que j'aime. Mais je peux pas... je dois garder mes distances. En fait, famille, surtout là où c'est fallacieux, c'est que famille, d'une certaine manière, c'est un peu à la vie, à la mort. Et puis ça travaille gratuitement. Ça travaille gratuitement, c'est clair, tu fais bien de le dire. Mais en plus, la famille, si tu veux, c'est inconditionnel, l'amour familial. Ouais. En fait, on est une entreprise, c'est pas inconditionnel. C'est ça. À un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des performances, il faut que le travail soit fait. C'est ça. Et donc, c'est aussi exactement ça, la frontière de 2019. C'est, tu les considères comme ta famille, donc tu les déranges quand tu leur demandes quelque chose. J'avais l'impression de demander des services, alors que je demandais aux gens de faire leur travail. Tu vois le switch ou pas? Ah oui, j'arrivais sur la pointe des pieds. Est-ce que tu crois qu'il serait possible, éventuellement, dans ton planning, de pouvoir réaliser ça pour moi? Moi, Kelly Massol, caractère entre guillemets considéré fort, machin, cash et compagnie, je passais par des chemins pour pouvoir demander des choses. Non, ça c'est pas possible. Je le déconseille à toute personne. Je suis heureuse pour toi que tu en sois sortie. J'en suis sortie. Ça a pas duré 10 ans. Mais je suis contente finalement que, tu vois, c'est un des pires moments de ma carrière et à la fois c'est le meilleur moment. C'est là où j'ai pu scaler, c'est là où j'ai pu voler de mes propres ailes et m'assumer pleinement en tant que chef d'entreprise. J'aimerais revenir sur les facteurs clés de succès des secrets de Loli. Donc là, on en a évoqué un qui est le fait que tu te concentres sur tes forces, si j'ai bien compris, et que les équipes se concentrent sur faire tourner la machine, en fait, en réalité. Il y a un plan et eux, ils mettent en musique. Et la mise en musique, ça veut dire de l'organisation. Et ça, c'est pas moi. Et c'est parfait comme ça. Il y a quelqu'un c'est Patricia qui me disait, n'avait jamais vu un dîner de closing comme je l'ai réalisé. Avec des gens qui sont pendus dans les airs et des gens qui dansent sur la table. Mais ça, c'est moi, tu vois. Ça, c'est moi. Et dans ma com, c'est comme ça que je fonctionne. C'est moi. Les gens ils me disent, vous êtes super fort en marketing. Je vous arrête tout de suite. C'est pas du marketing. C'est juste ma personnalité, quoi. C'est ça. Les gens te disent, waouh, mais le coup de l'intelligence artificielle qu'on a fait pour le lancement Sephora avec les papillons, vu un demi-million de fois, je me lève un matin et je dis, je veux des papillons. Et c'est exactement ça. Et je vais essayer de travailler comme ça le plus possible. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit dans ce qui, pour toi, a fait que, quand même, j'insiste dessus parce que des boîtes dans la cosmétique, il y en a beaucoup. Alors certes, tu es sur un segment particulier, mais c'est très compétitif. T'avais pas de moyens, on va en parler après. Tu t'es fait toute seule, t'étais autodidacte. Donc en fait, j'aimerais comprendre, si tu veux, au-delà de ta personnalité et du fait que tu as su reconnaître tes forces, qu'est-ce qui fait que pour toi, les secrets Loli, c'est différent? C'est pas l'une des 1000 boîtes, tu vois, qui a vivoté et qui est franchement en train d'exploser aujourd'hui. C'est différent parce qu'on vend pas du rêve. C'est différent parce qu'on fait pas dans le faux body positivisme. C'est important. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, parce qu'en fait, alors c'est là où... On va rentrer dans les sujets pas politiquement corrects, mais t'inquiète pas, mon audience adore ça. Au bout d'un moment, on dit, moi je suis pour l'acceptation de soi, le développement de sa personnalité, etc., etc. Mais tu peux pas pousser les gens en leur disant, si, il suffit de le dire pour le faire. Il suffit pas d'avoir juste un beau feed avec des mannequins maquillés en nude, et pour que ce soit, la vie elle est toute belle, toute lisse et tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, on a gratté. On a parlé aux gens de leurs vraies difficultés. Secret de Loli, c'est pas juste du beau, du rose ou autre. Oui, c'est beaucoup de soutien. Mais on est rentré dans des sujets d'acceptation de soi, de positivité, de racisme, de couleur de peau, de texturisme, d'afficher des visages qui n'étaient pas mis en avant, des couleurs de peau qui sont pas forcément mis en avant, des textures de cheveux qui sont pas mis en avant dans des endroits privilégiés comme en face des Galeries Lafayette, les Champs-Élysées ou ce genre de choses. C'est un acte fort de mettre une fille qui fait 90 kilos avec ma grosse tête là, juste au-dessus des Champs-Élysées, sur 500 mètres carrés, juste au-dessus du magasin numéro 1 en Europe et numéro 2 mondial. On est à la limite de l'activisme. Ouais. Même si il y a plein de bisounours autour et il y a beaucoup de roses. Mais on attaque des sujets qui font mal à nos clientes. On attaque des moments de leur vie où elles ont perdu confiance en soi, où elles se sont trouvées moches, où elles se sont senties rejetées par la société ou différentes. On leur dit, oui, la société t'a rejeté, mais nous, t'es bienvenue chez nous. C'est ça qu'on leur dit. On leur dit pas le monde est tout beau, tout rose.
On leur dit, ici, c'est ta safe place. Et on va t'aider à être plus forte pour affronter le monde qui, lui, n'est pas tout rose. C'est ça la nuance entre Secret de Loli, qui a aussi une âme de combattant, d'activiste, parce que c'est par là que j'ai commencé aussi. Quand j'ai commencé à militer pour le cheveu naturel en France, avant 2009, avant la boîte, j'avais 20 ans. Quand j'ai commencé à parler de cheveux afro en France, je n'avais que 20 ans. Oui, puisque pour la petite histoire, c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, mais je veux bien que tu nous rappelles les origines rapidement quand même des Secrets de Loli pour les personnes qui ne connaissent pas. Avant Secret de Loli, par une nuit d'insomnie, j'ai créé un forum qui s'appelait Boucle et Coton. Pourquoi ? Parce que sur Internet, je ne trouvais que des endroits, des forums où ça parlait de make-up ou de tissage, de lissage, de défrisage, mais je ne trouvais pas de place où on pouvait échanger sur entretenir ses cheveux naturels. Donc j'ai créé un forum qui s'appelait Boucle et Coton. C'était en 2002-2004. L'époque des blogs. À l'époque des blogs. Ouais. Donc j'avais un blog où je faisais du do it yourself. J'avais le forum Boucle et Coton, et à la fin Boucle et Coton, on a créé une association. Cette association allait militer dans les écoles contre le défrisage et aussi à des sujets beaucoup plus écologiques, c'est-à-dire que le défrisage, il y a de la soude caustique dedans, mais aussi dans les produits donc cosmétiques, il y a de la silicone et autres, des dérivés de paraffine, donc de pétrole. Et donc en fait on allait même dire aux enfants voilà, il y a du pétrole dans les produits que ta mère elle utilise. On parlait d'écologie capillaire à l'époque, et donc ça nous a permis de militer dans les écoles comme ça nous a permis aussi de militer sur des sujets qui sont le défrisage, mais aussi le blanchiment de la peau, ce genre de choses là. On menait des actions avec nos t-shirts dans certains quartiers de Paris où ils vendaient des produits éclaircissants ou des produits de défrisage. On rentrait insidieusement dans les magasins, et quand quelqu'un approchait la boîte, on arrivait, on leur dit « il y a une alternative, tu sais ?» Génial. On s'est déjà fait virer à coups de pied de ces magasins-là. Ah ouais, vous alliez loin quand même. Ouais. Et à la fin, au lieu d'être contre eux, ce qu'on leur faisait, c'est que on est allé voir certains responsables de magasins sur le boulevard... C'est boulevard Château-Rouge. Saint-Denis et Château-Rouge. Ouais. On allait voir certains responsables de magasins qui vendaient des huiles végétales, du karité ou autre. On leur disait, écoute, nous, on peut t'amener des filles qui cherchent ce genre de produits, fais-leur une réduction et on te met dans notre annuaire. Et donc, du coup, ils ont vu des filles naturelles arriver, non pas pour le défrisage, mais pour les produits. Et on s'est dit, plutôt que de se battre contre eux, on va essayer de les inclure. On a fait des choses comme ça. Mais moi, je trouvais que c'était pas assez. Et il y a une phrase qui choque souvent que je dis, c'est pour moi le militantisme parfois ce n'est juste que du bruit, mais c'est pas du bruit de la part de ceux qui sont en train de militer, c'est du bruit pour ceux qui ne sont pas concernés. T'as l'impression d'avoir du cri, tu vois, c'est brouillon. Ouais. Et donc je me suis dit que si je voulais vraiment avoir un impact, je pouvais pas juste dire ouh c'est pas bien le défrisage, il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire mes propres produits et d'être une alternative au marché, et où je fantasmais en me disant tu seras la concurrente de L'Oréal dans ma cuisine. Là, c'est le cas aujourd'hui. Et c'est le cas aujourd'hui. Et alors, l'anecdote que maintenant on connaît beaucoup, d'ailleurs, t'avais eu la gentillesse de déjà passer sur le podcast pour la raconter, c'est que tu as lancé les Secrets de Loli avec, franchement, 3 francs 6 sous. Je me rappelle pas combien, mais c'était... 1500 €. Ça paraît presque pas crédible, si tu veux. On se dit, mais c'est dingue. Et pourtant, je sais que c'est le cas. C'est mon 13e mois à la sécurité sociale. Bah voilà. Donc... Le 13e mois, merci la Sécu. Et la Sécu a financé les Secrets de Loli. Et donc là aussi... question, je voulais parler d'argent, tu le sais. T'es l'une des rares personnes en France qui accepte de parler d'argent sans tabou, et je t'en remercie. Donc déjà, il est possible de créer une boîte avec 1500 balles. Oui. Visiblement. Alors, on est quand même dans un système en France où demain tu te réveilles, tu veux créer une boîte, tu déposes une boîte pour 1 €. Faut arrêter de... Voilà, demain, n'importe qui peut ouvrir une boîte. Ouvrir une boîte avec un capital qui est supérieur à 10 000 €, déjà, c'est beaucoup plus compliqué pour la plupart des gens. Parfois, c'est l'équivalent de 50% de leur salaire annuel, donc c'est compliqué. En termes de crédibilité, quand tu démarres avec 1 €, tu te dis, bon, les gens se disent... Il n'y a pas de poids, il n'y a rien, il n'y a pas de garantie. Donc moi, j'ai démarré avec 1500 €, parce que l'idée était que je prends ma matière première, je la divise en 2, je fais mon do-it-yourself de mon côté, et de l'autre côté, je revends avec une marge les matières premières. Et c'est comme ça en fait que j'ai créé mon fonds de roulement, parce que même si je vendais pas mes produits cosmétiques, j'avais toujours une rentrée d'argent. Les 1500 se sont transformés en 7500 €. Donc j'ai pris mes petits bras, mes petites jambes, et je suis allée à la banque. Je dis bonjour, j'ai une super idée, regardez, j'avais 1500 €, maintenant c'est 7500 €. On m'a regardé, on m'a dit, et
Mais des shampoings, il y en a au supermarché. Je leur dis oui, mais mes shampoings, ils sont différents, vous savez. Ouais. Voilà. Mais c'est pas grave. On me dit, mais par contre, on peut vous prêter pour acheter une voiture. Non, c'est pas le but. En fait, si tu rentres pas dans la case, c'est très compliqué. Mais oui, on peut démarrer une boîte avec 1 500 €. Après, j'ai vu beaucoup de réactions qui disaient, oui, mais ça dépend du domaine où tu es, etc., etc. Chercher des fonds quand on démarre, c'est très difficile. Et ensuite, tu vas perdre une partie de ta boîte. Série A, série B, Business BSR, angel, ouais. etc., etc. Ça peut être compliqué. Ce qu'il faut, c'est démontrer. Moi, je suis partisane on montre. Donc, tu prends un petit budget, tu mets en situation et déjà, c'est un test à grandeur humaine. Si tu rates, c'est pas grave. Mais c'est un test à grandeur humaine que tu prouves par l'exemple que j'ai investi 1, j'ai récupéré 4. Donc, il y a quelque chose à faire. Et là, tu peux aller démarcher les banques, là, tu peux aller démarcher les business angels, aller chercher de la love money. C'est sûr que l'argent va pas tomber du ciel. Moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, je vendais un produit. Donc, c'est matériel. Donc, tout de suite, ça se concrétise. Mais ça peut être comme ça pour du service aussi. Après, si tu es en train de créer une nouvelle fusée, oui, c'est sûr qu'on ne part pas sur le même budget. Mais je suis partisane que tout le monde peut démarrer une activité avec un budget limité sans aller chercher de la levée de fonds. Et alors, est-ce que cette éthique finalement de l'économie t'as suivi dans le temps et est-ce que c'est quelque chose que t'as gardé? Parce que justement, à l'inverse, des personnes qui ont levé beaucoup d'argent tout de suite, qui avaient de l'argent familial, enfin, tous ces cas-là ont une manière quand même de vivre l'entreprise qui est assez différente. Un sou, alors Franck sort de mon corps, un sou durement gagné, tu réfléchis 2 fois avant de le dépenser. C'est ce qui a fait que Secret le lit est aussi exceptionnel et quand on a vendu une partie de la boîte, quand on a fait le LBO, c'est ce qui a fait que les gens se sont rués sur le dossier et surtout se sont demandé mais pourquoi on était un ovni comme ça, comment c'était possible? Parce que j'ai eu cette conversation il y a des années avec Franck, quand il est rentré dans la boîte, il m'a dit tu vois, là on parle d'un budget de 500 balles. Bientôt, on va parler de 5 000 €. Et puis, ensuite, ce sera des budgets à 50 000 € que tu devras valider. Donc, tu dois passer, en fait, par toutes les étapes pour comprendre la valeur de l'argent, pour comprendre le sacrifice que tu as eu en face, pour pouvoir gérer ta boîte. Et il a raison. Quand il m'a dit ça, 1 an et demi plus tard, j'étais en train de s'ensiller, alors qu'au début, j'avais à chaque fois des migraines. Quand je devais signer un budget à 50 000 balles, je devais prendre un Nurofen après. Quand j'ai signé une campagne à plus de 1 million et que je l'ai fait et j'ai signé et j'ai dit tiens on passe à autre chose sans sourciller, là je me suis dit que j'avais grandi en tant qu'entrepreneuse parce que j'avais évalué mes risques et je savais que c'était par là que je devais dépenser cette somme. L'argent ça a une valeur et c'est vrai que les levées et l'argent était gratuit ces dernières années. Là on est à 5% de dette, c'est plus le cas. Et ben c'est pour ça que tu as l'impression que le marché est en train de s'écrouler. C'est pour ça que tu as plein de boîtes qui sont en train de se casser la gueule. Parce qu'ils ont mis des pièces dans le jukebox. Ouais, et aussi parce qu'il y a eu beaucoup de PGE qui ont maintenu quand même assez artificiellement, on peut le dire, certaines boîtes qui n'avaient pas des fondamentaux solides. Bien sûr. Le Covid a sauvé aussi certaines boîtes grâce au PGE et ça n'a fait que finalement décaler l'échéance. C'est ça. Là, je suis d'accord avec toi. Mais le fait de te dire que tiens, t'as levé 5 millions, demain t'as 5 millions, tu crames l'argent. Je dirais pas que j'en crame pas, mais j'ai mis du temps avant d'avoir des budgets que je ne considérais pas comme indispensables. On est arrivé jusqu'en notre première campagne de publicité qui m'a coûté 50 000 €. Je l'ai fait en octobre 2020. Donc la boîte de 2009 à 2020 n'avait jamais fait de publicité télé, campagne d'affichage, etc. Et la campagne à 1 million, c'était quoi? La campagne à 1 million, c'était My Hair, My Power, avec cette affiche au-dessus de Sephora, qui en temps normal valait 500 000 € pour le mois. Incroyable. Je n'ai pas payé ce prix-là, mais oui. Je suis une dure négociatrice. Ça, j'imagine. Ça sera pour un autre épisode, ça, on fera une leçon de négo. Tu as évoqué le fait que tu as fait un LBO et donc que tu avais vendu une partie de ton entreprise. Ça, je serais curieuse d'en parler aussi si tu l'acceptes, parce que pareil, c'est un des sujets un peu tabous, hein. Et donc, tu parles pas de ce que tu veux pas, bien sûr, mais à l'inverse, je suis certaine que tu as appris tellement de choses que tu vas pouvoir nous partager
à la fois les conseils que tu peux donner, mais aussi les erreurs, soit que tu as commises, soit que tu as pu voir autour de toi en matière de vente d'entreprise. Donc, je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Déjà, le monde de la levée, du LBO, c'est un monde que moi j'imaginais et que beaucoup de gens imaginent comme quelque chose de purement numéraire, comme quelque chose de froid. Et en fait, alors peut-être que c'est parce que ma boîte est particulière, mais ce process a été tout sauf froid et sans sentiment. Je te le dis, j'ai encore du mal à m'en remettre. Parce que j'ai l'impression de me prostituer, devoir faire la danse des 7 voiles auprès des fonds. Ça, c'est un truc dont j'ai mis du temps à m'en remettre, mais surtout parce qu'en face, il y a des gens. Il y a des gens, bien sûr, qui sont là pour faire une bonne affaire, bien sûr, qui sont là parce qu'ils vont négocier des millions, etc., etc. Bien sûr, ils ont fait des études de haute finance. Mais il faut bien se dire que si tu penses que c'est juste de l'argent, il n'y a pas que ça. Si tu prends une décision qui est juste financière, tu vas le regretter. Et donc, quand j'ai commencé à me poser des questions alors au début, je voulais faire une levée de fonds. J'ai posé une question bête à une copine. Je dis, mais comment on lève des fonds? Elle me regarde et me dit, bouge pas, je connais une avocate, elle est spécialisée là-dedans. On va prendre un café. Et donc, on discute avec Amal. Et puis, elle me dit, est-ce que tu peux me donner tes chiffres? Moi, oui. Je lui donne mes chiffres. Elle me regarde, elle fait, c'est pas mal. Elle me dit, oui, je pense qu'on peut faire quelque chose. J'ai dit, ok. Elle me dit, écoute, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux t'aider à trouver ceux qui vont t'accompagner. C'est-à-dire, tout le monde ne sait pas, mais tu peux lever des fonds tout seul, comme tu peux être accompagné, et notamment dans un LBO, par un banquier d'affaires. Tout le monde n'a pas forcément la présence d'esprit de se dire, je vais prendre un banquier d'affaires. Pourquoi? Parce que les gens sont des crevards. Un mec qui va t'apporter beaucoup, beaucoup d'argent, tu veux pas le payer, tu veux pas lui donner son pourcentage, tu veux pas lui donner ses fees. Donc, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur en disant, moi, je connais ma boîte par cœur, je vais le faire, je vais négocier, je suis le meilleur vendeur de ma boîte. Ce qui est faux. On n'est pas le meilleur vendeur de sa boîte. Parce qu'on a des faiblesses, parce qu'on sait ce qu'il y a tu prends pas assez de hauteur. Et donc, ta boîte, soit tu vas la surévaluer, la surestimer, soit justement, tu vas te dire, ou tu te dis, j'ai faim, ça y est, c'est le moment de me récompenser, et tu vas demander trop. Et tu vas peut-être lâcher beaucoup trop de capital pour juste avoir la somme que tu as dans la tête. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Moi, personnellement, j'ai demandé une somme pour moi, une somme pour ma boîte. Donc, elle m'a présenté 2 banquiers d'affaires différents. Et le premier, il ressemblait à quelqu'un de réconfortant. Tu sais, la personne qui t'as confiance, un type bon père de famille, personne de raisonnable, tu vois. Et après, elle m'a présenté quelqu'un d'autre. Elle me dit, oui, c'est 2 petits jeunes, ils ont leur banque d'affaires, ils ont la trentaine. Alors je dis, ok, d'accord, bon. Mais ils sortent de chez Rothschild. Ok. Quand le gars est arrivé devant moi, je me suis dit, faut être poli, je vais lui laisser 20 minutes. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, jamais de la vie. Et donc, on discute. Et je me suis dit, bon, il est en train de me baratiner. Et donc, il me dit, moi, écoute, je viens de province. Mon truc, c'est que j'ai remarqué que j'ai travaillé pour Rothschild, j'ai fait des deals au milliard, j'ai travaillé pour Total et ce genre de choses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de PME qui sont en province et qui ne valorisent pas leur boîte correctement ou qui ne savent même pas comment la vendre moment où il y a un repreneur, au moment où ça doit changer. Et moi, c'est ce que j'essaie d'apporter aussi à ce type d'entrepreneur-là. Donc là, il a commencé à m'intéresser. Finalement, le rendez-vous a duré 1 heure et c'est eux que j'ai choisis. Et mon avocate m'avait donné un très bon conseil que je pense que tes auditeurs vont apprécier, c'est un LBO, c'est pas juste de l'argent, c'est un mariage. C'est un mariage auquel on donne une date de fin. Donc, tu dois choisir la personne qui te correspond le mieux jusqu'à cette date de fin. Parce que c'est ce qu'on va rédiger, c'est le main pack. Et tout est beau, tout est toujours beau au début. Mais quand tu vas être dans la tourmente, quand tu vas pas faire tes chiffres, quand tu vas avoir une difficulté, c'est à ce moment-là que tu verras le visage de ton fond. Et c'est à ce moment-là que, le main pack va t'aider, bien sûr. Mais de l'autre côté, c'est à ce moment-là que tu verras si tu as choisi la bonne personne. Et donc ça, c'est hyper important. Lorsque tu fais une opération, il n'y a pas que l'argent. Et mon banquier m'avait dit une seconde chose. Il m'avait dit, nous, notre force,
c'est que on veut que tu fasses le choix du cœur. Donc, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que toutes les offres soient à peu près pareilles, pour qu'à la fin, tu ne choisisses pas par l'argent, pas par la raison, mais par le cœur. Et il m'a dit, moi, j'ai un client que j'ai signé l'année dernière. J'ai à peu près mis les offres et il m'appelle depuis 3 mois en pleurant parce qu'il a fait le choix de la raison et pas le choix du cœur et qu'il est au bout de sa vie. Et donc, j'ai eu ça qui a tourné dans ma tête, non-stop. Quand j'ai pris ma décision finale, c'était le 30 mars, c'était ça qui tournait dans ma tête. Et là, moi, je peux te le dire, j'ai refusé une offre supérieure de 8 millions pour aller avec mon choix du cœur. Voilà. C'est aussi simple que ça et je ne regrette pas un instant ce choix. Je vis une véritable lune de miel avec mon fonds. Donc, quand je vous dis, il y a du sentimental. Je suis ravie d'avoir reçu un message avant-hier pour me demander comment j'allais de la part du responsable de mon fonds et qui me demande comment mes enfants vont et qui a hâte de me voir, tu vois, à la télé, tu vois. C'est ça. Je travaille dans des conditions qui sont idéales. Le temps passe, j'ai quand même envie d'aborder quelques autres sujets avant de passer à mon crible. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que c'est pas facile, quand on grandit vite, de réussir à conserver une culture. Et je t'ai posé la question de la culture. Est-ce que tu peux nous dire quand même qu'est-ce que tu essayes de mettre en place avec tes 2 DG, si j'ai bien compris? Alors oui, donc il y a Carlotta qui est devenue DG là, il y a un mois. Elle avait pris des missions de DGA pour l'opérationnel et là elle prend la tête. Et Franck qui a été mon bras droit ces dernières années, qui était directeur général et qui lui repasse en directeur délégué, tout simplement parce qu'on rentre dans le dur. 2024 pour nous c'est une année charnière. 2022 donc a été l'année où on a fait rentrer un fonds. 2023 a été une année de structuration et de préparation et 2024 c'est l'année où on est censé commencer à dérouler ce qu'on a fait en 2023. Donc là le commerce va redevenir une pièce angulaire, centrale et donc Franck il a quitté ses missions opérationnelles pour revenir à l'étape même de là où il est fort. Oui, parce qu'il était directeur commercial initialement. Parce qu'il était directeur commercial. Donc là, il retourne à ses premiers amours pour pouvoir se concentrer. Parce que moi, si je dois faire le chiffre que je dois faire, qui est extrêmement ambitieux, parce que j'ai plus de 60% de croissance chaque année, depuis 2 ans. Avant, c'était 100%, mais là... quand même, il y a un moment donné, il faut freiner un peu. Il faut freiner un peu, parce qu'on s'est structuré. Et donc, du coup, lui va retourner à des missions qui sont, c'est ses premiers amours, et là où il excelle. Et c'est ce que j'essaie de faire dans la boîte. J'essaie de mettre des gens à des postes et des responsabilités qu'ils maîtrisent et qu'ils aiment. Et donc, Carlotta, elle, c'est la reine du marketing. Voilà, c'est l'ancienne... C'était ton ancienne directrice marketing qui est en train de devenir Non, du tout. Carlotta était un membre du board. Ok. Lorsque, justement, en 2022, on a fait rentrer le fonds, j'ai élaboré un board. Ce board a plusieurs spécialistes, donc des spécialistes en pharmacie, e-commerce, éducation et marketing cosmétique. Et structuration. Donc, et depuis, on a mis en place ERP pour pouvoir grandir. Pharmacie, les pharmacies sont en cours de développement. Secret de Loli, c'est la 9e marque en France en pharmacie sur 14 000 portes, alors qu'on en a que 1400. En chiffres, on est la 9e marque. C'est énorme. C'est énorme. Donc, les pharmacies sont gérées par un des spécialistes du board et Carlotta, donc, était spécialisée sur la cosmétique et notamment parce qu'en fait, c'est une ancienne de chez Coty. D'accord. Et c'est celle qui s'occupait, en fait, de toutes les marques, enfin, des marques Kardashian. Donc, Kylie Cosmetics, lorsque de la vente, c'était elle, la DG. Et Kim K avec Skims. Donc, elle a travaillé à leur côté pour ça. C'est l'ancienne DG de Make Up Forever, etc., etc. Donc, oui, c'est donc, vraiment... T'es bien accompagné. Voilà. Mais c'est ça que je suis allée chercher, son expertise, aller chercher des experts. C'est bien de lever de l'argent. Mais si c'est juste pour le cramer à faire des publicités, à afficher notre truc sans stratégie, sans structurer ou autre, et c'est souvent ça le problème. C'est-à-dire qu'on a de l'argent, mais on n'est pas structuré pour l'utiliser. Donc, on le dépense n'importe comment. Donc là, elle a repris la tête du groupe, ce qui va nous permettre maintenant d'être beaucoup plus agressifs et beaucoup plus structurés. Donc, en R&D, en lancement. Jusqu'à maintenant, Secret de Loli ne faisait pas de campagne 360. C'est intéressant. Parce qu'on n'avait personne. On n'avait pas de CMO. Donc, on a un CMO qui vient de rentrer pareil des US chez nous. On n'avait pas... on faisait des one-shots. Oui, vous faisiez des coups.
On faisait des coups. Ça marche, mais un temps. Ça marche, mais un temps. Et donc, en fait, en 2023, on a commencé à structurer, grâce à elle, des campagnes 360. Quand on se lève un matin et qu'on se dit qu'on va prendre un bus qui va faire une tournée en France, on l'a fait. Mais ouais, avant ça, il y a eu de l'affichage, avant ça, il y a eu comme sur les réseaux, du digital, et on l'a fait. Et c'est ça qui nous manquait. Et là, quand tu as eu cette impression, quand tu m'as vu tout à l'heure, tu m'as dit, je te vois partout. C'est parce que c'est pensé en 360 maintenant. C'est exactement le nerf de la guerre. Et c'est ce que je suis en train d'apprendre. Hyper intéressant. C'est passionnant, vraiment. Et je pense qu'on a une structure qui est prête encore à se caler. Vraiment. Et ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que tu vois, on pourrait se dire, allez, ça fait 10 ans qu'elle gère ça. Bon, elle en a peut-être assez. Ben, on sent en fait que tu as les yeux qui pétillent et surtout que tu apprends plein de choses. Ce qui est un peu, bien sûr, je suis allée chercher que des seniors. Alors, notre très cher Bruno Le Maire nous disait dans ses vœux, il faut embaucher des gens de plus de 50 ans et plus. Mais moi, c'est ce que je suis allée chercher. Et je suis émerveillée d'avoir réussi à embarquer des gens qui pourraient ne plus travailler de leur vie, qui ont travaillé au Club Med, PDG d'Arco Pharma, etc., accepter d'aller vendre des bonbons roses et des shampoings et qui s'éclatent. Moi, il y a un membre du board, il est parti au fin fond de la Pologne par -10 avec mon DG. Et ils se sont éclatés. C'est incroyable. C'est une aventure. Moi, je vis ça comme un film Netflix. Je pourrais m'arrêter de travailler demain. Mais en fait, il y a encore tellement de choses sympas à faire. Le jour où je m'ennuierai, c'est le jour où j'arrêterai. Exactement. Et puis, tu sais, un entrepreneur que j'admire beaucoup, c'était un de mes mentors, paix à son âme, m'a dit un jour, moi je préfère les ennuis à l'ennui, et je crois que c'est ça le secret du bonheur en entrepreneuriat. Je crois que ça te correspond bien aussi. C'est ça, c'est exactement ça. Ah, je vais la garder celle-là. Ouais, elle est pas mal. Il avait une bonne... Mais je te l'ai dit en plus au début. Je t'ai dit, je préfère gérer des emmerdes que ne rien faire du tout. Je pense que quand t'es entrepreneur, il vaut mieux, parce que sinon ta vie est un enfer. Alors déjà, je pense qu'il faut préparer les gens à ça. En fait, il faut arrêter de leur vendre que l'entrepreneuriat, c'est de la liberté. Parce que ça, c'est du bullshit. C'est faux. C'est que des contraintes. C'est que des contraintes. Ce sont des moments qui peuvent être difficiles, ou c'est des moments où il y a beaucoup de frustration parce que ça n'avance pas assez vite, parce que tu n'as pas assez d'argent, etc., etc. Et par contre, ce sont des moments de lumière, de luminosité qui sont incroyables. Je vis des choses que j'aurais pas pu vivre en tant que salarié. Je vis des choses ici. À la hausse et à la baisse, d'ailleurs. À la hausse et à la baisse. Et ça, c'est magique. Et si tu es prêt à ce roller coaster-là, mais tu ne peux que kiffer l'entrepreneuriat. C'est clair. Kelly, il me reste encore quelques questions pour toi, ce que j'appelle mon cri. Je vais te concentrer. T'as vu comment je t'ai emmené à droite, à gauche? Je suis impressionnée par ta concentration, franchement. J'ai quand même un petit peu bifurqué. Mais bon, tu sais, on aime bien les digressions sur le podcast, c'est sympa. La première de mes questions, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais me parler? Parce que au-delà de l'échec, ce que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? Ou tu vois, un moment de doute, ça peut être aussi. Il y a des moments de doute, il y a des moments où t'es en bas, il y a des moments où t'es en haut. Moi, c'est plus un état d'esprit général. Peut-être un bilan que je fais depuis quelques mois ou quelques années, mais que j'aime bien dire. C'est un moment de transparence. Il faut bien dire aux gens qu'on peut pas arriver à tout faire. C'est hyper important. Et tu tombes moins haut quand tu l'as compris. Il y a des choses que j'aurais aimé mieux faire, comme être plus présente pour des gens que j'aime. Vraiment. T'as l'impression d'avoir une ancienne vie et une nouvelle vie, oui. Alors que tu aimes toujours les gens pareils, mais tu n'as plus le temps et la disponibilité pour. Et ça, c'est un de mes grands regrets. Mais j'ai compris que j'ai pas le choix et j'ai pas d'autres moyens. Tu vois, il y a des gens que tu as fréquentés ou que tu connais ou que tu aimes profondément, mais tu n'as pas de temps à leur accorder parce que si tu bifurques, tu vois. Et ça, c'est vraiment un regret que j'ai. Parce que j'aimerais pas que ces personnes-là se disent elle est passée à autre chose. C'est pas que je suis passée à autre chose, ils sont d'ailleurs constamment à mon esprit, mais je peux pas tout faire. Donc il y a un moment je dois faire des choix et je me choisis moi, ou je choisis mon entreprise, ou je choisis mes enfants, mais je peux pas toujours donner le temps et la disponibilité que j'aimerais aux gens dans des moments de leur vie où ils apprécieraient. La seule chose que je sais, c'est que si on m'appelle en cas d'urgence, par contre je serai toujours là. Mais par contre, si c'est juste pour savoir si les enfants vont bien et qu'ils ont bien mangé et qu'ils passent bien à l'école supérieure, je ne peux pas le faire, ça. Ça, c'est un de mes grands regrets. C'est un des sacrifices de l'entrepreneuriat, ça. J'allais te demander, c'est ma deuxième question, s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Celui-là, je sais que je peux pas le faire différemment. Donc, tu ne le changerais pas. C'est quelque chose, donc c'est pas vraiment un regret, c'est
C'est un C'est regret c'est un parce que c'est quelque sacrifice. chose. Ouais, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est quelque chose me dit. Mm. Mais j'ai pas trouvé la solution Ouais. pour mener ça à bien. Donc, À part cloner Kelly, ouais. peut-être. Il en faudrait une pour le perso, une pour le pro. Répète-moi ta question. S'il y avait quelque chose à que je devrais refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Je suis pas le genre de personne à vouloir faire les choses différemment. Je suis le genre de personne un peu bornée. Donc voilà. Y a rien que je ferais différemment parce que chaque étape était nécessaire à arriver là où je suis. Je comprends. Question que j'aime bien. Qu'est-ce que tu trouves beau? Ça peut être au sens bien sûr esthétique, mais ça peut être aussi quelque chose qui t'émeut, tu vois, quelque chose que t'admires. Alors c'est pareil, c'est plutôt. J'ai l'impression que j'aime vivre des moments en ce moment. Et qu'est-ce que je trouve beau? Je trouve beau le fait de se rassembler avec des amis et de vivre un instant T, de se donner le temps justement avec des gens qu'on aime. Et ce que j'apprécie particulièrement, et j'ai tendance à voir ça chez les femmes, c'est quand elles se rassemblent. Elles peuvent être salariées, pas salariées, entrepreneurs, mères ou pas. Il y a toujours un moment où tu baisses les armes et tu te montres sous ton vrai jour. Tu montres tes fragilités. Et c'est ce que j'aime vivre en ce moment. Ça, c'est un truc que je trouve beau. Et au début, je pensais que j'avais juste un groupe de copines avec qui je ressentais ça et je partageais ça. Et j'ai remarqué que quand je suis avec d'autres femmes entrepreneuses, il y a un moment où on se dit les choses, en fait. Genre, non, ça j'ai merdé, ou j'ai tel salarié qui me prend la tête, ou j'ai telle chose dans mon entreprise qui va pas. Il y a un moment où tu montes ta fragilité et où tu dis que rien n'est beau, n'est parfait. Et ce moment-là, c'est un moment que je trouve beau, en fait, que j'apprécie, et que tu te dis, bon, bah voilà, tu vois, là, on a baissé les masques, et ça, c'est la vraie vie. Et souvent, il y a une sorte de bienveillance. Alors, ce mot est un peu surcoté, mais il y a quand même quelque chose qui se passe à ce moment-là où tu essaies de tout ton cœur et toute ton âme de trouver une solution pour l'autre. Oui, oui. Attends, on va t'aider, tu vois. Et ben, ce moment-là, c'est le moment que je préfère. J'adore. C'est un peu philosophique, mais... Bah écoute, c'est un peu le cas de ce crible. Bah, alors, j'ai la question inverse, tu verras. À l'inverse, donc, justement, qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce que tu supportes pas? Ce qui m'énerve, c'est quand on vend aux gens... Il y a plein de choses qui m'irritent. Moi, je suis une râleuse. Mais il y a plein de choses qui vont pas aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y a plein de messages qu'on fait passer aux gens. Entre ceux qui font de l'argent et qui ne le disent pas. Entre ceux qui font pas d'argent et qui disent qu'ils en font. C'est juste incroyable. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de transparence. Oui, mais c'est surtout que les gens aiment être bernés. Les gens aiment écouter les violons. Tu sais, j'ai tendance à dire souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Et c'est vrai. En fait, j'ai vu, et là je vais être très cash, je me suis passionnée pour l'entrepreneuriat et après l'investissement parce que j'ai eu un très beau process. Donc dans le process, j'ai rencontré 12 fonds. Sur les 12 fonds, j'ai eu 9 lettres d'offres. J'ai encore des gens qui m'écrivent, qui ont perdu le deal, qui sont tristes et qui me préparent déjà pour mon second tour, où ils disent qu'il faut absolument que nos autres équipes mid-cap soient dessus. J'ai vu des choses. Et ensuite, en tant qu'investisseuse, du coup, j'ai vu des dossiers passer. Je sais qui fait quoi, quelle est la rentabilité des gens, combien ils gagnent d'argent, combien ils n'en gagnent pas. Et donc, je suis comme personne m'attendait. Personne ne sait que concrètement, là, les dossiers, je les ai sur mon bureau. Donc, quand j'entends les gens communiquer, dire qu'ils ont des boîtes incroyables, qui font beaucoup d'argent, etc., etc., je trouve que on vend du rêve aux gens et en fait, c'est pas correct. C'est pas correct parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je vais être entrepreneur et je vais gagner beaucoup d'argent. Alors que la moyenne des entrepreneurs en France gagne entre 2 000 et 3 000 euros. Ah bah c'est sûr que si vous voulez gagner de l'argent, il ne faut pas être entrepreneur. Hein. C'est pas le métier le plus simple pour y arriver, en tout cas. C'est ça. Donc en fait, il faut arrêter. Ceux qui gagnent de l'argent doivent le dire. Ils doivent faire preuve de plus de transparence. Et ceux qui sont en train de nous chanter les sérénades et qui deviennent riches parce qu'ils vendent des formations pour dire comment je suis devenu riche, c'est compliqué. Et ça, c'est un truc qui mérite, vraiment. Et moi, je démontre par l'exemple uniquement. C'est pour ça que je suis si transparente auprès des chiffres. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, c'était il n'y a pas si longtemps, je savais pas que tu étais riche. À ce point. Je savais pas que ta boîte était rentable à ce point. Tu vois? C'est parce qu'on ne fait pas preuve de transparence.
du coup, t'arrives plus à situer qui et comment la personne se situe, en fait. Et moi, j'aimerais beaucoup plus de transparence, mais surtout, j'aimerais qu'on arrête de vendre du rêve aux gens. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui justement sont confrontées à ces un peu fake news, quoi, d'une certaine manière, pour exercer leur jugement? Moi, alors, une fois, je regardais un bif sur Internet entre ces vendeurs de formation immobilière et d'Invest, tu sais, achat-revente et compagnie. Oui. Il y avait un petit bif et je regardais ça avec un œil de femme parce que c'était des mecs qui étaient en train de jouer des coudes. Et il y en a un qui a dit, eh ben, si tu montre-moi tes actes de propriété. Et en fait, il y en a un, il a sorti ses dizaines de taxes foncières. Il a dit, bah voilà, ça c'est mes biens. Montre-nous. Et en vrai, c'est ça. Au bout d'un moment, il y a un moment où, si vraiment tu veux vendre du rêve aux gens, bah montre en fait. Qu'est-ce que tu as fait? Montre. Tu dois, au bout d'un moment, faut apporter des preuves en fait de ce que tu dis. Parce que je vois des gens qui vendent des formations par milliers et n'ont pas gagné 1 euro avant de vendre ces formations-là. Et par ailleurs, c'est pas que des formations, parce que dans le monde, dans l'écosystème quand même start-up, c'est sûr. je crois qu'on peut dire. C'est sûr. Mais c'est important en fait. C'est vrai que le principe même des formations a fait rentrer beaucoup de gens comme ça. Non, c'est sûr. Voilà, tu allumes ton Instagram. Bien sûr. Bonjour, jeune entrepreneur. Toi aussi. Ça, c'est un truc qui m'irrite énormément. Mais c'est vrai que dans le monde des startups, il y a des gens qui sont extrêmement doués pour lever des fonds, vendre leurs boîtes et se barrer. Hein. Et d'ailleurs, les gens, j'ai tendance à leur dire, si les gens sont rentrés-sortis aussi vite, s'ils en sont à leur quatrième boîte, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui montent des boîtes qui sont pérennes et qui perdurent dans le temps. C'est pour ça que c'est des boîtes qui font des LBO. Il y a ceux qui font des levées et qui s'en vont. C'est là où tu repères les entrepreneurs. Ceux qui développent et ceux qui appliquent la méthode purement qu'on peut apprendre en école de commerce. Et c'est la différence, parce que moi, j'ai pas fait d'école de commerce. Peut-être que j'aurais fait comme eux, on sait pas. On n'y apprend pas. Désolée, alors là, je vais pas me faire que des amis, mais on n'y apprend quand même pas grand-chose. Hein, bon, donc, écoute, mais on t'apprend la méthode. Ouais. On t'apprend la méthode, t'arrives, tu lances, on t'apprend à pitcher, on t'apprend ce genre de choses. Et il y a des gens qui sont excellents pitchers, qui lèvent des fonds, non mais tout à fait, qui crament le cash et qui s'en vont. Et vont te vendre 2 ans plus tard une autre pépite. Et tu te dis, mais attends, quand ça fait 3, 4 fois. Et cette entreprise n'a jamais fait 1 euro de profit en général. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que tu arrives à identifier ceux qui font de ceux qui ne font pas. Et il faut observer et exercer son discernement. C'est exactement ça. J'ai encore quelques petites questions pour toi. Alors, il y en a une que j'aime bien aussi, c'est est-ce que tu as une citation ou une maxime qui te tient à cœur, tu vois, des mots que tu te répètes de temps en temps? Elle est extrêmement classique. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on te fasse. Ouais, c'est bien. Bon, tu vois, on me l'a jamais dit. C'est pourtant, ça fait au moins 250 épisodes. Hein, donc, je fonctionne comme ça dans la vie. Et quand il y a des moments, mon petit démon interne, tu sais, il y a des moments où ton côté noir, parce que tout le monde a un côté obscur, et que j'ai envie et je me dis, ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on te fasse. Et c'est comme ça que je fais du business extrêmement propre et carré. J'ai une ligne de conduite et dès que je sens que, je me pose la question. Si quelqu'un me faisait ça, comment... Ah, non, bon, bah, alors on va se calmer. Alors, encore quelques petites questions. Une croyance qui est controversée. Celle-là, je l'aime bien aussi. Bon, alors, t'en as déjà donné pas mal, hein. Mais globalement, quelque chose que tu crois fondamentalement et tu constates que le monde autour de toi, ça peut être les médias, ça peut être tes amis, enfin, tout ce que tu veux, la société, ne le partage pas. Des idées controversées, je dois en avoir plein, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme ça. Parce que je pense que je suis profondément rebelle et que du coup... Déjà qu'on peut réussir et créer une boîte sans beaucoup d'argent au départ. Oui. C'est quelque chose que tu nous as dit. Qu'on peut créer une boîte sans avoir levé des fonds, c'est aussi sûr. Enfin, qu'on peut avoir une boîte successful sans avoir levé des fonds. Ça, je suis d'accord. Ouais, j'ai pas d'idée qui me vient comme ça. Ok, pas de problème. Un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis, dont tu te rappelles? Le LBO. Ah ouais. Le monde financier, ouais. Ah ouais. Tu le voyais un peu comme le diable ou c'était quoi le... Ouais. Je voyais ça comme l'antéchrist, ouais. Vraiment le truc. C'est tous des requins. Ils sont là pour faire de l'argent. S'ils peuvent couper ta tête pour avoir ta boîte, ils le feront. Après, il y a une différence entre les investisseurs minoritaires, ce qui est mon cas, et les investisseurs majoritaires. Après, il y en a qui mettent les doigts dedans, qui mettent pas les doigts dedans. Mais j'avais vraiment une vision assez diabolisée avec le temps aussi de ce monde-là. Alors qu'aujourd'hui, je pars en vacances avec mon banquier.
Idée reçue, on peut partir en vacances avec son banquier et passer un bon Exactement, moment. je pars en vacances avec mon banquier. Écoute, ça pourrait être le titre de ce podcast. Allez, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un ou des livres, surtout que tu voulais quand même être critique littéraire, donc là je pense que tu vas en avoir des palanqués, mais est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont peut-être aussi formé, tu vois, qui ont constitué la personne que tu es devenue, qui t'ont marqué, bref, que tu pourrais nous partager? Si, une idée reçue, si, ça Alors y est. vas-y. En fait, il y a beaucoup de gens qui croient dans le développement personnel, et moi j'y crois moyennement. Je sais que c'est très bizarre, mais Non, en fait, mais- je ne supporte pas... En fait, j'ai beaucoup de mal avec le principe de coach. Ok. Je pense que... mais c'est sans doute par rapport à ma vision du pouvoir du choix, de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et donc, du coup, je vois beaucoup de copines qui sont dans le self-développement, qui lisent beaucoup de livres là-dessus et qui ont un impact positif sur elles, hein. Mais moi, je suis hermétique à ça. Je pense que je suis et qu'on est uniquement maître de sa destinée, de ses choix et de ses décisions, et que c'est pas une formation qui va te permettre de, tu vois. C'est hyper, je sais, c'est hyper bizarre, mais voilà, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup d'amis, elles sont là, à fond là-dedans. Mais moi, c'est un truc, je suis hermétique à ça. Non, mais tu vois, enfin, moi, sincèrement, qui vend des formations, typiquement, je pense qu'en fait, déjà, il y a formation et formation, il y a formateur et formateur, comme tu dis, en fait, si la personne, elle est légitime, et c'est en fait, finalement, au client d'avoir ce discernement et te dire, C'est ça. est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que j'y crois? Est-ce que cette personne, il y a des preuves, en fait, pour y croire? Et donc, c'est ça, tout. en fait. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a des rencontres qui te font changer ta vie. Ça, j'en suis persuadée. Je pense qu'il y a des écrits qui peuvent te permettre d'avoir Bien des sûr. réflexions différentes. Mais par contre, appliquer certaines méthodes, etc., là, moi, je suis beaucoup plus hermétique. Parce que je pense qu'on est maître de soi et qu'on peut pas appliquer une méthode parce que chaque personne est différente. Mais en tout cas, une méthode, je pense qu'aucun enfin, moi, aucun formateur, enfin, aucune formation intelligente ne te dirait que la méthode, elle ne doit pas être adaptée à chaque cas particulier. C'est sûr. Donc, Mais il y a des gens qui pensent que tu vas appliquer telle méthode, demain, tu auras changé. C'est comme le 50 jours pour avoir une habitude. Mon Dieu, si je pouvais faire ça avec le sucre. Donc ouais, ça c'est mon idée un petit peu D'accord, à je comprends. contre-courant. Ouais, les gens ils me demandent souvent si j'ai un coach, et en fait non, parce que j'ai l'impression que la personne ne peut pas me connaître. Elle n'a pas eu ma vie, donc elle peut pas prendre les décisions comme moi je vais les prendre. Mais je pense, enfin après, je veux pas, c'est ton idée reçue et c'est Ah, t'as vu je te la laisse. Mais juste quand même, en tout cas pour moi, un coach n'est pas quelqu'un qui te dit quoi faire. Un coach est quelqu'un qui t'aide à réfléchir et c'est toi qui prends les décisions, donc tu gardes le contrôle. Ouais. Mais malheureusement, tous les coachs 2.0, C'est vrai. c'est exactement ça. C'est Oui, pour ça oui. que j'ai cette idée. Non, mais je vois ce que tu veux vois. dire. Je vois En ce ce que tu moment, veux il y a dire. un mood où tout le monde pense Oui, au oui, développement oui. personnel. Je vois Du ce que tu veux coup, dire. t'as tout ça qui est embarqué. Et moi, je regarde, je dis, mais les gens, vous êtes maîtres de Oui, vous-même. c'est qu'il y a toute cette engeance un peu particulière. Donc, je Voilà. vois ce C'est que tu ça veux qui, moi, me... dire. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'être à contre-courant là-dessus, alors que tout le monde saute à pieds joints dans ce développement personnel Non, qui est mais très bien. Mais je vois très bien. En tout cas, enfin, sincèrement, le maître mot que j'entends dans ta bouche, si je reformule et tu me dis si je me trompe, c'est ayez du discernement. c'est ça. Et en fait, ça va vous sauver. Si la personne, ça a l'air trop beau pour être vrai, si cette personne a l'air vendeuse de soupe, bon, bah, en fait, oui, c'est que cette personne est vendeuse de soupe. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, tu me disais... La dernière question, c'était les livres ou le livre qui t'a touché, marqué, influencé. Du coup, j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps parce que j'étais, voilà. Mais il y a un livre que j'ai lu, mais je l'ai lu parce que j'ai rencontré l'auteur. D'accord. Il s'appelle Steve, et en fait, ça s'appelle Karma Sutra. Ok. Donc, c'est un livre de développement personnel, mais au bout d'un moment, je me suis dit, il faut bien que j'en lise un. Faut bien que je vois à quoi ça ressemble, cette histoire. T'as compris? Et c'est écrit différemment. Ok. C'est écrit différemment. C'est un mec qui a bossé dans l'armée, donc il est très droit, et qui a des pensées qui sont un peu différentes par rapport à l'argent, notamment, par rapport à créer une succession, par rapport à aller chercher de l'argent et par rapport à ton rapport à l'argent et au développement personnel. Donc ça, déjà, je l'ai lu et je m'en souviens. Donc je dirais qu'il m'a marqué parce que il y a des choses. Mais tu le recommandes? Oui, je le recommande. D'accord. Vraiment. Mais c'est parce que j'ai d'abord eu une conversation avec lui. J'ai déjà vu, on a eu une conversation sur l'argent par rapport aux enfants. D'accord. Donc quand il te dit que ces gosses de 5 et 8 ans ont une carte, je le regarde. Ah oui. Et il te dit,
il faut que tes enfants soient, déjà, si vous avez de l'argent, il faut qu'ils soient en rapport vite avec l'argent, la valeur de l'argent et la maîtrise de son propre budget. Et donc, il m'expliquait son point de vue, quoi. Son point de vue et sa méthode d'éducation que j'ai trouvé intelligente, que je n'applique absolument pas. Mais ça t'a interpellé. Mais ça m'a interpellée. Et il a une réflexion différente par rapport à ça. Donc, ces enfants, par exemple, ont une carte pour 2. Ils ont un budget dessus, qui est petit en fonction de leur âge, mais ils doivent négocier entre eux qui va utiliser. Tu vas acheter des cartes Pokémon à 40 €, on a 120 € dessus. Est-ce que toi, tu m'autorises à utiliser les 40 €? Pourquoi? Donc, en fait, il y a une négociation entre les 2 frères, il y a gérer le budget, avoir l'indépendance d'eux. Tu veux que il va faire les magasins avec son fils. Ouais. Son fils prend plein de choses et il dit vas-y, paye avec ton budget. Et là l'enfant percute. Et donc c'est des choses comme ça que moi j'ai lu et je me suis dit c'est une vision différente parce que moi mes enfants ne savent même pas la valeur des choses. C'est un truc que j'ai foiré dans ma vie. Mais je me suis dit ok. C'est intéressant, ça se développe. Peut-être, oui, effectivement, le rapport à l'argent. L'argent n'est pas sale. L'argent court abondamment en fait, l'argent, il y en a partout. Hein. Si tu regardes bien, de l'argent, il y en a partout. C'est comment le faire proprement, comment le faire fructifier, comment le gérer. Et ça, dans le livre, c'est pas mal abordé, en plus des questions sur soi et comment tu abordes les choses. Il est pas mal. Bah écoute, hyper intéressant. Ça me donne envie de le parcourir, tu vois. Un livre de développement de personnel de plus. Tu te rends compte? C'est quand même un comble. Je suis vraiment... Kelly, écoute, je te remercie 1000 fois d'avoir pris le temps. Pour terminer, évidemment, la dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Quel est le meilleur moyen de te suivre? Bon, on suit les secrets de Loli, bien sûr, je mettrai le lien. À titre perso, on te suit sur ton compte Insta, c'est ça? Mon compte Instagram, c'est Lolispoon, LOLYSP2ON. Je peux te demander pourquoi Loli Spoon d'ailleurs? Parce que c'est comme ça que mon oncle m'appelait depuis que j'avais l'âge de 5 ans. Donc Loli, je savais, mais Spoon aussi. En fait, c'est Lolispoon. D'accord, je savais pas. Donc les secrets de Lolispoon, ça le faisait pas. Ok. et donc voilà, Loli, ça vient de là, et Lolispoon, c'est le nom entier qu'il me donnait. Donc oui, on peut me suivre de préférence sur Instagram parce que je suis quand même hyper réactive. LinkedIn aussi, si sur le côté un peu plus pro, c'est pas ma plateforme préférée parce que je la trouve trop cadrée, mais apparemment elle est en train de changer, donc surprenez-moi. Ouais, il y a des choses sympas sur LinkedIn qui se passent aussi. Ouais, paraît-il, donc j'essaie de m'y mettre cette année. C'est un de mes objectifs dans ma to-do list, c'est d'être un peu plus présente sur LinkedIn et d'essayer justement de... Alors, messieurs, dames, allez saluer Kelly sur LinkedIn, faites-lui un petit coucou, je sais que vous êtes nombreux sur la plateforme, donc n'hésitez pas. Je te remercie 1000 fois, Kelly, d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Je te souhaite évidemment une année sur les chapeaux de roue, le feu d'artifice Kelly Massol tel qu'on l'imagine. J'ai hâte de voir l'IA, enfin tous les trucs, des bonbons roses dans tous les sens. Il arrive. Et même je ma te tête remercie. sur M6, là. Reste comme tu es, reste aussi transparente. Et vous, mesdames et messieurs, écoutez les conseils de Kelly. Gardez votre discernement. Merci. Merci beaucoup.